Alors, en fait, théoriquement, il faudrait le mettre dans algorithmique, mais algorithmique, ça fait longtemps que c'est fini. Ça peut pas le mettre dans le complément. On est dans un chapitre complément. Oui, Non, bah c'est. mais on avait fait un Voilà, bah chapitre. c'est dans complément. Donc c'est le chapitre 2 de complément, c'est ça? Oui. Voilà. Mais c'est pas très grave. Rédaction de fonctions. Donc, il y a des choses qu'on a déjà vues, sur lesquelles je vais aller très très vite. D'accord? Donc, le premier truc, c'est le typage et la documentation. Donc, en toute rigueur, quand vous créez une fonction, votre fonction doit être typée. Donc, typer une fonction, c'est avec un Y, hein, c'est pas lui donner un pourboire à la fin, d'accord? Voilà. Donc, typer une fonction, ça veut dire en fait spécifier quel est le domaine, la nature de ces variables d'entrée et le type de son retour. D'accord? Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire typer une fonction. Typer une fonction consiste à préciser le type donc des variables d'entrée et de la sortie. Voilà. En fonction des langages, ce typage peut être plus ou moins obligatoire et plus ou moins contraignant. Si vous faites du C, par exemple, c'est obligatoire et c'est contraignant. Autrement dit, si vous dites que cette fonction absorbe un entier et que vous lui mettez un flottant, le truc va gueuler. En Python, c'est ni obligatoire ni contraignant. Autrement dit, vous pouvez dire à Python, ça c'est un entier, et lui balancer une chaîne de caractères en pleine tête, et alors rien à foutre, pas un problème, je fais ok, bon, admettons. Voilà. Voilà. Donc Python est la raison pour laquelle on écrit sur les micro-ondes, ne pas faites sécher votre chien dedans ou des conneries comme ça. D'accord, voilà, c'est juste. Voilà. Okay. Mais que ça n'empêche pas les gens de le faire, quoi qu'il arrive, de toute façon. On est d'accord là-dessus? Donc, vous devez connaître la nomenclature en Python. Alors, on type les entrées par... Donc, c'est une nomenclature que vous avez déjà vue, hein. Je l'utilise dans tous les télés de toute façon, hein. D'accord? Deux points. Et vous mettez le type derrière, d'accord? Donc, par exemple, vous avez def f de x2.int virgule y2.float. D'accord? Vous êtes d'accord que c'est un truc que j'utilise à chaque télé, donc avec moi vous savez ça déjà. Oui. En fait, c'est pas vraiment la question, c'est que dans les concours, c'est devenu une nomenclature systématique justement pour éviter de faire une documentation hyper verbeuse sur le truc. Vous devez lire les types quand on fait ça. Donc, c'est du codage beaucoup plus propre, et quand on vous demandera de définir une fonction, pour moi, il faut le faire à chaque fois. Ça vous évite de dire où x est un entier et y est un flottant. Là, c'est écrit directement dedans. Oui, Clément? Et lui, il comprend que x doit être un Non, il entier. comprend que dalle. Ok, c'est juste pour nous, c'est de la... Il comprend que dalle, c'est de la doc. En Python, c'est de la doc. Ok. En C, c'est pas de la doc, hein. Ah, ok. C'est la barrière absolue, quoi. D'accord? En Python, à la place de x, tu lui mets autre chose qu'un entier, il s'en fout. Ça va planter après, mais voilà. Et les sorties, et la sortie, pardon, par, donc la nomenclature, vous vous souvenez? Ouais, c'est une petite flèche, effectivement, enfin c'est un moins et un plus grand que, avec le type ici. D'accord, donc si je rajoute ça dans mon exemple final, ça pourrait être quand même, je sais pas, une liste. Voilà. D'accord là-dessus? Donc c'est juste du typage, et sous Python, c'est que de la documentation. Alors, un truc que je veux préciser, c'est la chose suivante, les types composites. Se note, par exemple, donc ça, vous l'avez vu dans le dernier TD. Vous pouvez faire, si vous voulez typer, par exemple, une liste d'entiers, ce serait comment? Ouais. C'est ça, effectivement. Hein. Par exemple, vous pouvez faire liste, crochet, int. Où là, vous précisez que votre entrée, ce sera non seulement une liste, mais que les éléments de votre liste seront des entiers. D'accord? Pour une liste d'entiers.
théoriquement, ici, je vous apprends rien. Enfin, en tout cas, je ne fais que formaliser dans un cours quelque chose que vous avez croisé à de nombreuses reprises pendant l'année en télé. Oui, yes. Bah, ça serait liste entre crochets tuple, entre crochets INT, c'est récursif. Donc, vraiment, voilà. Et pareil pour les sorties, enfin, aucun problème. Je pense que dans votre DM, vous aviez un truc comme ça. Vous avez une liste de tubes de quelque chose, enfin voilà. Ouais. Donc ça, si jamais, par exemple, on a le vent, ça transforme le... Non, absolument pas. Il n'y a pas un truc qui permet de faire ça? Si, il y a un truc qui permet de faire ça, mais on va le voir après. D'accord, voilà. On est d'accord là-dessus, sur le typage des entrées? Voilà. Alors, petite remarque, ceci, donc sous Python, ça c'est vraiment le truc que vous devez retenir. Sous Python, parce que comme cette question est revenue à peu près 3 fois depuis que je parle, je vais l'écrire en gros. Sous Python, ceci ne sert que de documentation. Il n'y a rien de... il n'y a aucun cours. Que de documentation. De là à dire que c'est décoratif, il y a un pas que je ne franchirai pas parce que je pense que, franchement, pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment rentré dans l'aspect du codage, sauf pour certains ou certaines d'entre vous. Mais le jour où vous développerez des projets qui sont un peu longs et que vous les laissez de côté pendant ne serait-ce que 2 mois, vous êtes vachement content quand vous réouvrez le truc que, grosso modo, quelqu'un ait fait le boulot propre de commentaires, de typage, etc., etc., et pas que toutes vos fonctions s'appellent F1, F2, F3, F4, F5, et toutes variables s'appellent A. Et là, vous êtes, putain, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Donc, de manière très générale, prenez l'habitude vraiment de commenter vos programmes. Alors que si vous travaillez en équipe, c'est évident, ne serait-ce que pour que les personnes comprennent. Mais en fait, même votre propre mémoire est très mauvaise de ce point de vue-là. Vous ouvrez un truc que vous n'avez pas ouvert depuis 6 mois, vous êtes là, mais putain, c'est quoi cette fonction? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi je l'ai appelée f de x comme celle du dessus? Voilà, c'est très très pénible. Les gens qui font du codage, vraiment, je sais de quoi je parle. D'accord. Voilà. Donc vraiment, aidez-vous et faites des commentaires. Voilà. Je sais que c'est un... Là, je jette littéralement une pièce dans l'océan. Hein, parce que dans le monde du développement... faire une vraie doc, c'est 80% du temps de développement. Et donc, en général, personne ne paye. Voilà. Mais je vous rappelle que durant toute la phase 95-2005, à peu près un peu plus 2000-2008, il y a des équipes de développeurs du monde entier, dans toutes les banques du monde, qui ont repris le système, le code original des transactions bancaires mondiales pour faire une documentation parce qu'on ne savait plus comment ça marchait. Parce qu'il n'y avait pas de doc. D'accord? Moi, j'ai une copine qui avait ça pendant 5 ans. Ah oui. Comme c'est du secret bancaire, c'est des bouts de code. Vous n'avez pas le programme, vous avez des bouts de code. Et à chaque fois que vous voulez savoir d'où vient ça, il faut demander une autorisation spéciale pour que vous puissiez contacter la personne qui sait d'où vient ça. Voilà, c'était bien long. Mais c'est un peu flippant quand vous vous rendez compte qu'un truc qui est quand même un peu important, genre toutes les transactions bancaires mondiales, vous avez un code, vous ne savez pas comment ça marche. Alors, voilà. Donc, maintenant, on a la doc. Voilà. Donc, aidez-vous, faites ça dès le départ. Donnez des vrais noms à vos fonctions, etc. etc. Voilà. Donc, dernière chose, on peut compléter cette documentation via un commentaire en en-tête de la fonction. Et ce commentaire, il doit avoir 2 caractéristiques. Ce commentaire, il doit être indenté. Autrement dit, il doit être au même degré d'indentation que la fonction. Et il doit être délimité par 3 guillemets. Je sais que ça marche avec 3 apostrophes, mais je préfère 3 guillemets. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est juste vous mettez un petit baratin en tête de fonction, et en fait, ce baratin-là apparaît alors si vous faites help sur la fonction. C'est ça la chaîne de caractères qui est affichée. Donc quand vous prenez une fonction de type help cost, par exemple, le texte qui est affiché, c'est que quelqu'un s'est fait chier à taper ça avant avec toutes les specs. D'accord? Oui. Il y a une manière de le cacher, parce que du coup, quand je vois par exemple dans ODD, on tape help, il n'a pas écrit dans le... Ah si, c'est écrit dans toutes les fonctions, il y a un petit... Quand tu fais help sur la classe, tu as l'intégralité des fonctions, et l'intégralité des fonctions en dessous, c'est les trucs que j'ai écrits moi-même dans les fonctions. Voilà. Donc, le texte ainsi écrit apparaît
via la commande help. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc en gros, alors je fais une parenthèse. Dans les sujets de concours, il est extrêmement souvent demandé en préambule que les candidats, quand ils coderont des fonctions, les typeront et feront des commentaires sur le sujet, etc., etc. Donc théoriquement, sur le programme stricto sensu, le chapitre qu'on est en train de faire là est un paragraphe extrêmement important parce qu'on va vous demander de le faire à chaque fonction. Il s'avère que lorsque moi je fais des sujets de concours, en particulier des sujets de concours où vous avez des trucs à compléter, d'accord, vous vous rendez compte que vous avez littéralement pas la place d'écrire un commentaire. Et donc probablement on vous demande en préambule de le faire parce que c'est un vœu pieux, mais que si vous ne le faites pas, ou pas trop, c'est pas grave. Parce que là, je me souviens du sujet que je t'ai donné, là, qui était le sujet de CCP PC de l'année dernière, et il n'y a littéralement pas la place d'écrire il y a des cadres, il y a des lignes, et il n'y a pas la place d'écrire les lignes de la fonction et de mettre 3 pavés de commentaires pour dire à cette fonction, voilà, elle transforme le poulet en poulet rôti, voilà, c'est cool, quoi. Voilà, c'est pas ça. D'accord, voilà. Donc, on vous demande, et si vous avez l'impression qu'une partie de votre fonction est un peu obscure, faites-le. Donc, mais faites-le avec discernement, c'est pas la peine de faire une tartine de commentaires à chaque fois. Si vous avez une fonction qui s'appelle ajoute de nombres, vous ne mettez pas entre guillemets cette fonction ajoute de nombres, quoi, d'accord, c'est écrit dans le nom de la fonction. On est d'accord là-dessus? Donc voilà. Petite remarque, tout ce qu'on vient de faire dans ce paragraphe grand 1 est purement cosmétique. Autrement dit, ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de votre fonction en tant que tel. Et en particulier, c'est un énorme problème parce que quand vous avez un langage un peu plus crispé que Python, un peu plus intelligent que Python, vous avez des blocages, c'est-à-dire que si vous dites cette fonction prend un entier comme argument et que vous ne mettez pas un entier, ça va gueuler tout de suite, d'accord, en disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Sous Python, si vous définissez racine d'un entier et puis vous mettez racine de bonjour, il va faire ok, bon, on va calculer la racine de bonjour, hein. Puis il fait oh, je sais pas comment faire, il sait pas comment faire, t'es con, quoi, voilà, parce que Python c'est un peu con quand même, d'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir des moyens de protéger votre fonction en amont avant que ça arrive dans le fonctionnement de la fonction. Alors, le programme tel qu'il est foutu maintenant est un peu con parce qu'en fait, la seule chose que je vais vous apprendre à faire, c'est de faire planter la fonction à dessein plutôt que de la faire planter en vrai. Parce que le rattrapage des exceptions n'est plus au programme. Le fait de dire, voilà, si jamais ça se passe ça, tu envoies un petit message gentil à l'utilisateur, genre t'es trop con pour utiliser un ordinateur, barre-toi, d'accord, voilà. Et, mais écrit dans un français correct, barre-toi s'il te plaît, voilà, comme ça. Et, mais sinon, là, c'est juste que vous allez faire planter la fonction à un endroit que vous avez choisi. Alors, petite remarque, ça a l'air con comme ça, mais le fait de faire planter quelque chose en protection, c'est pas un truc absurde, c'est un truc qu'on fait en cybersécurité en particulier. C'est-à-dire qu'en gros, on met des barrières avant, et si jamais ça doit planter, ça plantera dans le process, et en tout cas, votre sécurité ne sera pas atteinte à l'arrivée, et on n'est pas censé envoyer un petit mot à quelqu'un qui manifestement a un peu trop bricolé ses cookies, ou essaie de faire des injections SQL, ou des conneries comme ça. Voilà, d'accord. Donc vous avez un processus de fonctionnement, et c'est pour ça que de temps en temps, vous avez des plantages de sites, vous ne savez pas trop pourquoi. Je ne sais pas s'il y a vraiment certains d'entre vous qui utilisent un VPN. Vous savez qu'il y a des sites qui ne marchent pas avec un VPN, vous n'avez pas de message, vous n'avez rien, mais le truc ne marche plus, parce qu'il y a certains... Le NT, par exemple, typiquement, oui, je dis il y a des sites, mais voilà. Et le NT, c'est à géométrie variable, c'est-à-dire vous pouvez vous connecter, mais vous ne pouvez pas aller sur les mails, par exemple, qui bloquent si vous êtes derrière un VPN, par exemple. Voilà, donc... vous pouvez arriver sur l'interface primitive qui, elle, n'est pas protégée contre les VPN, machin chose. Voilà, bon, etc., etc. Donc, vous pouvez juste avoir des plantages comme ça. Donc, c'est la dernière chose que je dois vous apprendre cette année en Python. C'est un grand 2. L'instruction assert. Assert, ça veut dire en anglais affirmer, d'accord? Donc, en gros, cette instruction sert à vérifier un certain nombre de propriétés. La nomenclature est extrêmement simple. Donc, en général, ça s'utilise en début de fonction, d'accord? Donc, vous écrivez assert
comme ça, et derrière, vous mettez un booléen. Donc, grosso modo, ce que vous voulez vérifier. Donc, par exemple, vous pouvez écrire des choses... Alors, ça peut être de tout. Hein. Par exemple, imaginez que vous ayez une fonction, racine par exemple, d'accord? Donc, vous voulez que racine, et vous voulez calculer une racine entière. Donc, vous voulez que votre programme ne marche que si votre argument est un entier et qu'il est, de préférence, positif. D'accord? Donc, en gros, vous pouvez faire ça. Assert type de A est égal à un entier. Voilà. Donc là, vous vérifiez que A est un entier. Et ensuite, vous pouvez écrire assert que A est positif ou nul. D'accord? Donc en fait, cet ensemble, ceci vérifie que A est un entier positif ou nul. Et vous pouvez multiplier les asserts comme ça en fonction des contraintes que vous avez. De manière très générale, je recommande de ne pas trop utiliser des end dans cette histoire à la chaîne, mais plutôt de mettre des asserts successifs pour savoir quel est le assert qui a fait planter le programme. D'accord? Voilà. Mais sinon, c'est des booléens. Vous pouvez mettre une quantité industrielle de end, si vous préférez. Oui. Alors, justement, l'idée de la chose... Enfin, je vais écrire ça. Elias, je t'écoute. Alors, un if... alors, effectivement, tu peux protéger un programme en disant if ça, fais le truc, sinon, ne fais rien. Voilà. Enfin, donc, et c'est pour ça que c'est un peu dommage, parce que le programme est un peu bancal, parce qu'on s'arrête là. Alors qu'en fait, il existe un truc sur Python qui permet de faire un truc intelligent qui s'appelle le block try, mais qui n'est plus au programme. Donc, l'idée est la chose suivante. Comment ça fonctionne assert? Le programme s'arrête net et lève une exception, qui est une assertion error, dès que le booléen derrière est faux. Voilà. Oui. Il te donne la ligne à laquelle il a planté. Donc, en vrai, si tu fais un vrai traitement des données, en fait, tu fais, si c'est un type error, alors tu peux mettre un message comme ça. Si c'est un assertion error, tu peux mettre un message comme ça. Tu peux mettre des choses où tu dis, en fait, tu sais à quelle ligne ça a planté, donc globalement, tu peux gérer les messages d'erreur. Il y a plein de façons de faire. Mais vous, la seule chose que vous avez à faire, à savoir, c'est qu'il existe des instructions qui vont casser net la fonction dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, c'est ça l'idée. Donc après, ça peut être... ça peut être très utile, hein, je veux dire, par exemple, parce que si jamais vous rentrez une mauvaise valeur, par exemple, la fonction peut ne pas planter. Typiquement, imaginez, vous faites d'extra, par exemple. Et vous dites d'extra, ça fonctionne sur un graphe qui est orienté, enfin qui est pondéré, machin truc, mais où tous les poids doivent être positifs. Bon, la première chose que vous faites, c'est vous prenez toutes les arêtes, prenez tous les poids, et à chaque arête, vous dites, j'affirme que le poids est positif, strictement. D'accord? Si vous ne le faites pas, vous allez pouvoir faire tourner le programme. D'extra va tourner, par contre, ça ne va jamais s'arrêter, pour le coup. D'accord? Donc là, le truc casse le truc en disant, tu n'as pas le droit de faire tourner d'extra avec un truc négatif. D'accord? Donc c'est pas obligé, c'est pas forcément aussi caricatural que je l'ai dit tout à l'heure, genre ça fait planter le programme avant qu'il plante, mais ça peut faire en sorte de ne pas exécuter un programme avec des valeurs et des champs de données qui pourraient par exemple vous empêcher d'avoir une finitude ou ce genre de conneries. Oui. Complètement. On peut mettre assert où on veut. Et en gros, voilà. Pour les arêtes, vous dites... Pour les arêtes, tu mets un for I in arrête, tu regardes le poids, tu regardes si tu assert et tu vas boucler. Et à la première arrête, ça marche pas, clac, ça s'arrête et ça plante. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait ça au lieu de juste laisser notre fonction ne pas marcher? Parce que ça se trouve... Imaginons par exemple... on va faire une image biologique, d'accord? Vous avez faim, il est midi, voilà, ça va être bien, d'accord? Donc, tu veux faire un truc comme ça, tu as une fonction qui est je mange, d'accord? C'est-à-dire j'introduis de la nourriture dans mon organisme, d'accord? Bon, on va faire assert, j'ai faim, je mange. Enfin, j'introduis de la nourriture dans mon gosier, d'accord? Si tu enlèves le assert, à un moment donné, tu vas juste mourir. Parce que tu vas continuer à mettre de la nourriture comme une bête, d'accord? C'est une analogie comme ça, c'est-à-dire qu'il existe plein de fonctions qui peuvent tourner, même si tes données ne sont pas bonnes. D'accord? Par exemple, typiquement, vous essayez de faire l'algorithme d'Euclide, mais avec des flottants. L'algorithme d'Euclide avec des flottants, tu as plein de cas où ça va tourner à l'infini, parce que le reste ne va pas tomber sur zéro. D'accord? Etc. Donc à partir du moment où ton reste
ou ça marche pas, la fonction va tourner, elle. Elle va planter. Elle va juste tourner à l'infini, et ça te fait vraiment chier pour le coup. Parce que ça veut dire que c'est la boucle. D'accord? Donc tu mets un certain dedans. C'est l'idée. Je suis tout à fait d'accord que quand même, toutes vos questions montrent que quand même, ce truc-là suffit pas. Au sens, ça tout seul, on se demande vraiment à quoi ça sert, enfin à quel point ça peut être utile. D'accord? Je vous raconte juste que ce truc, a priori, est habillé dans un truc un peu plus civilisé théoriquement. Voilà. Donc on y va. Donc je vous explique comment ça marche quand même. La fonction s'arrête, enfin disons Python lève une exception. Dès que le booléen après assert vaut false. Voilà. Donc vous faites une suite d'affirmations. Si toutes ces affirmations sont vraies, vous allez passer à travers du truc sans aucune forme de problème. Dès qu'une de ces affirmations est fausse, le truc s'arrête et vous dit ça a planté là. Et donc en plus vous savez ce qui a été planté. On est clair là-dessus? Voilà. Ça tombe pas extrêmement souvent, mais c'est au programme. Et si on vous demande un jour de protéger une fonction, c'est comme ça que vous le faites. Voilà, c'est la nomenclature standard. Voilà, donc vous vérifiez juste que ça fonctionne. On est au clair là-dessus? Voilà l'idée. Et quelle heure? Superbe. Ok. Ouais, non. Pour moi, l'info, alors il me reste un tout petit truc à faire qu'on appelle les jeux de test. Ce cours est tellement chiant que je vais vous l'écrire. D'accord? Non mais c'est, voilà. Non mais je vous donne un poli sur le sujet pour une raison. Enfin, c'est grosso modo, vous devez faire des tests sur vos fonctions. Des tests limites, des tests machin, etc., etc. Ce sera beaucoup plus intéressant si je vous fais un truc écrit un peu propre avec un exemple machin chose. Donc voilà. Donc dans le dernier quart d'heure qui nous reste, je vous invite à commencer vos exercices d'acide base que je vous ai distribués à un moment donné ou à un autre.